Parfait. Stéphane, je parce que vous êtes sur mute. Alors, bonjour à tous. Bienvenue du coup dans notre premier webinaire d'une série de 5 dédié à l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie. Donc, un tout petit mot d'intro. Pourquoi ces webinaires? En fait, chez Incepto, suite à la sortie de cette crise sanitaire, on avait envie de participer aux diverses réflexions en cours en apportant un angle pratique et en réunissant justement médecins et acteurs de changement au sein de leur organisation. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'échanger autour des technologies émergentes d'intelligence artificielle et de voir comment elles permettent d'améliorer la prise en charge des patients et de permettre aux équipes de mieux travailler. Et aujourd'hui, nous allons, bien sûr, parce que le sujet est vaste, nous concentrer sur l'imagerie dans le cadre des urgences. Donc, pensez bien à poser vos questions dans le chat et à voter, parce qu'on a prévu à la fin une session de questions-réponses, et donc on reviendra là-dessus. Et aujourd'hui, du coup, j'ai le plaisir d'avoir de super intervenants avec moi. Et je vous propose justement qu'on commence avec un tour de table rapide. Donc, je propose de commencer par vous, professeur Govrit. Bonsoir à tous et toutes. Donc, Jean-Yves Gauvry, moi je suis professeur de radiologie au CHU de Rennes et je suis en fait le responsable de tout le pôle imagerie au CHU. Très bien, merci professeur. Docteur Bins, je vous en prie. Bonjour, Stéphane Marche, j'exerce dans les deux secteurs, libéral et public, puisque j'exerce à temps partiel au CHU Paris à Boulogne sur une activité de radiologie interventionnelle. Et en secteur libéral, au sein d'un groupe d'imagerie à Soissons, où j'ai une activité diagnostique et j'utilise plusieurs solutions d'IA dans ce groupe, ScreenPoint en scénologie, QXR en radio pulmonaire et BonneView pour les détections de fractures depuis environ 6 mois. Très bien, merci. Docteur Malézieux. Bonsoir, donc Romain Malézieux, je suis médecin radiologue installé en libéral depuis une dizaine d'années maintenant. J'exerce donc sur Saint-Étienne dans le cadre de 2 cabinets et une clinique, qui est une clinique à orientation orthopédique où il y a un service d'accueil des urgences ouvert en continu. On est par ailleurs membre du réseau VIDIC, qui est en fait le premier réseau national de centres d'imagerie médicale et qui a lui-même développé un pôle d'intelligence artificielle, en tout cas de réflexion à ce niveau-là. Et nous utilisons depuis à peu près 1 an maintenant le logiciel BonneView de la société Glimmer, qui est donc un logiciel dédié à l'étude ostéo-articulaire pour la détection des fractures sur les radios standards. Merci. Et docteur Morcet. Bonjour, moi je suis Thibaut Morcet, je suis interne en 6e semestre de radio au CHU de Rennes. Et moi je travaille avec Incepto sur les radios thoraciques dans le cadre des urgences et du dépistage de la tuberculose. Parfait, merci. Alors, afin justement d'introduire le sujet d'aujourd'hui, professeur, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager votre vision sur la place de l'imagerie dans les urgences et justement de son évolution? Alors, on va peut-être parler de sémantique un peu au début. C'est vrai qu'on a tendance à parler d'imagerie des urgences. Et je pense qu'il vaut mieux parler d'imagerie non programmée. Voilà. C'est quelque chose qui survient de façon inopinée. Et parce que c'est trop parfois lié, et on va le voir, au service des urgences. Or, on peut faire de l'imagerie non programmée dans l'ensemble de nos activités radiologiques. Après, c'est un fait, l'imagerie, elle est devenue incontournable dans cette activité-là non programmée. Si je prends simplement, alors sur le service des urgences, on voit qu'à peu près 1 patient sur 2 va avoir une imagerie au cours de son séjour dans ce secteur-là. Ensuite, autre élément important, c'est devenu maintenant une imagerie ou une radiologie spécialisée complexe. Avec des mots-clés, il faut que cette imagerie soit réalisée rapidement, il faut qu'elle soit sûre, de qualité, accessible. Et on s'aperçoit aussi que pour le radiologue, il doit être en multicompétences. C'est-à-dire qu'il doit savoir interpréter du crâne à l'abdomen, avec des domaines extrêmement variés qu'il ne fait pas d'ailleurs souvent dans la journée. Après, autre chose importante, dans l'ensemble de nos activités, de nos exercices radiologiques, c'est un flux non régulé. Le patient, il a décidé à un moment donné qu'il allait venir. Peut-être à discuter comment est-ce que ce flux pourrait être mieux régulé, mais en tout cas, dans nos exercices, c'est une notion qu'il faudra effectivement prendre en compte. Comment ne pas se retrouver débordé à un moment avec ce flux non régulé. Et on le verra tout à l'heure, je pense que c'est plutôt, au lieu de subir ce flux, comment est-ce qu'on peut l'accepter globalement en l'organisant.
Je pense que ça, c'est des choses importantes. Et l'intelligence artificielle va nous aider là-dessus. Après, c'est aussi, alors je me place peut-être plus sur le secteur des urgences. C'est quand même un lieu d'hétérogénéité extrêmement importante. Voilà, on a les pathologies qui sont des plus graves aux moins graves. Voilà, un patient qui vient pour un polytraumatisé, quelque chose qui est globalement beaucoup moins grave. On va utiliser des outils divers, voilà, de l'outil simple à l'outil très complexe, y compris sur l'imagerie. On va aller de la radiologie standard à quelque chose de très très performant, y compris sur de la radiologie interventionnelle. Et c'est les compétences. En même temps, les compétences de ceux qui gèrent les urgences, on voit qu'on a affaire à différents niveaux de compétences médicales. Et alors, on va le voir au cours de ce webinaire, on ne peut pas traiter tout, effectivement, dans cette imagerie des urgences, et on fera deux points qui paraissent intéressants sur la radiologie thoracique. Voilà, la place, on l'a vu, la place de plus en plus importante du scanner thoracique. Dans la crise Covid, on l'a vu, mais on voit bien qu'il reste quand même une chose extrêmement importante sur la radiologie thoracique, à trouver sa place et probablement à être aidé par l'intelligence artificielle. Pareil, l'autre application qu'on voit récemment sur les urgences, c'est la traumatologie. Voilà. Eh bien, à voir aussi comment ce flux qui arrive, qui est parfois compliqué, dans lequel il faut aller très vite, ces outils d'intelligence artificielle peuvent vraiment nous aider. Voilà. C'était les points un peu de départ et de repère pour ce webinaire. Très bien, merci beaucoup, professeur. Ça me permet justement Dr Burns, de me tourner vers vous, parce que vous êtes utilisateur de QXR, et donc par rapport à cette organisation dont parlait le professeur Govrit, on sait qu'aujourd'hui, les radiothorax aux urgences, c'est un acte très très fréquent. C'est plus de 4 millions chaque année en France. Et donc, quel est le rôle justement de cet examen, puisqu'on entendait parler justement de scanner aussi, de thoracique, mais et où est-ce que l'application d'IA peut avoir un apport, et est-ce qu'elle peut renforcer finalement la place de cet examen dans la prise en charge aux urgences? Ouais, donc on pourrait avoir, pour répondre à cette question, on pourrait avoir deux approches. Une approche très simpliste, purement radiologique, qui serait de dire que effectivement le scanner en low dose est très supérieur. Et j'y reviendrai un petit peu en fin de réponse, mais il y a une deuxième approche qui est l'approche pratique, c'est de dire que la radiothorax, elle est recommandée encore pour explorer de nombreux symptômes qu'on est amené à prendre en charge aux urgences, douleurs thoraciques, dyspnée, infection respiratoire, etc. Et que le scanner peut pas absorber toute cette demande, d'autant plus qu'il est dédié, lui, à d'autres urgences. Donc, ce qui fait que la radio a encore toute sa place, et notamment comme outil de triage, en fait, pour trier ce qui est pathologie pleuroparenchymateuse et autres pathologies. Et là, l'IA va supporter le clinicien et le radiologue. Alors, comment ça marche QRX? En fait, soit l'IA va dire que la radio est normale, elle audite un rapport où elle dit radio normale, soit elle trouve qu'elle est pas normale, elle va nous situer grossièrement la localisation, nous dire si c'est une anomalie pleurale, purement parenchymateuse, ou etc. en fait, et sans rentrer dans plus de détails. Après, c'est à nous de faire le job, mais le rôle surtout, c'est de dire très vite, voilà, la radio, elle est normale, elle n'est pas normale. En fait. Et donc, ça nous permet d'être plus réactifs, ça accélère le flux. Enfin, nous, déjà, quand on voit apparaître le rapport dans nos RIS, on sait qu'il va falloir prioriser cette interprétation, et on va être plus réactif. Et aux urgences, ça peut aider l'urgentiste de la même manière. Il va tout de suite voir dans le rapport que c'est normal, voilà. Ou que c'est pas normal, qu'il faut aller au scan ou solliciter le radiologue pour avoir le compte rendu tout de suite, etc. Après, dans l'avenir, voilà, je ne sais pas si c'est sûr que l'évolution sera plus le scan, mais ça dépend de la disponibilité machine en fait. Hein. Et là aussi, l'IA, elle va dans le sens de cette évolution parce qu'en fait, les solutions d'IA sont encore plus on leur donne d'infos, plus elles sont performantes, donc elles sont encore plus performantes au scan. Là, sur la radio, dire normal, pas normal, actuellement, il y a des applications d'IA au scan qui peuvent nous dire, voilà, elles peuvent analyser le parenchyme, détecter des nodules, quantifier l'emphysème, voir s'il y a des anomalies osseuses vertébrales, faire un score calcique, etc. Quoi. Donc, on a encore plus d'infos. Donc, l'écart se creuse encore plus avec l'IA, mais en tout cas, sur la radio standard, voilà, il y a un vrai apport à la fois, enfin, dans le support diagnostique et dans la gestion des flux. En fait. Très intéressant. Et
Mais du coup, docteur Morcet, vous, étant donné que vous êtes interne, et donc c'est aussi une technologie qui va, à mon avis, très certainement énormément impacter votre pratique. Comment vous voyez aujourd'hui la radio thoracique? Alors, la radio thoracique, c'est quand même un examen qui est assez paradoxal parce que donc elle est très prescrite aux urgences dans un hôpital comme en ville, et en fait, c'est une compétence qui se perd clairement chez les internes parce qu'on a on n'a plus de formation, on apprend un peu sur le tas. Pas parce qu'on veut plus le faire, mais c'est parce qu'on a tellement l'habitude du scanner, que ce soit les internes de radiologie ou les internes cliniciens, qu'en fait, on sait plus bien se débrouiller avec cet examen-là. Mais donc, du coup, on va avoir besoin d'une aide pour faire ces diagnostics-là, parce qu'en fait, il reste, comme on l'a dit précédemment, un rôle important, notamment pour l'urgentiste, pour décider des traitements urgents, typiquement pour rechercher un pneumothorax, une pleurésie, des pneumopathies, etc. Et on peut pas se permettre de faire un scanner pour toutes ces pathologies-là à chaque fois. Il y a aussi également tout ce qui est dépistage des infections urgentes type tuberculose, pour lesquelles il y a de très bons résultats. On a essayé ça à Rennes, on essaie ça à Rennes en ce moment, et c'est très prometteur. Et en fait, je pense que tous ces outils-là permettront de fluidifier la prise en charge et d'adapter les examens complémentaires, de faire aussi des scanners thoraciques de complément quand il y a besoin et quand il n'y a pas besoin. Et pour illustrer mes propos, du coup, je vais vous montrer un cas concret de l'utilisation qu'on a de ce logiciel à Rennes. Juste pendant que tu lances, en fait, on s'aperçoit aussi que c'est quand même un outil formidable de pédagogie. Hein. Voilà. Oui, tout à fait, oui. C'est ça qui est important pour les plus jeunes, et même on voit que c'est non seulement ça nous permet d'améliorer les diagnostics, hein, mais aussi d'améliorer notre pratique, nos connaissances. Voilà. Tout à fait. C'est en ça que c'est un outil qui peut vraiment rentrer dans l'aide à la formation du radiologue, l'aide au diagnostic, et pas un outil de substitution, quoi. Donc là, c'est pas l'exemple le plus le plus flagrant de la précision de l'outil, mais j'ai trouvé quand même qu'il était assez parlant. Donc c'est une patiente qui venait pour une douleur thoracique droite, et puis on se dit que peut-être qu'en tant que radiologue, on n'aurait pas raté le pneumothorax ici, mais aux urgences en pleine nuit, pour les cliniciens, c'est peut-être plus difficile. Et donc en fait, l'application en pratique, c'est des boîtes comme ça qui vont apparaître sur les zones suspectes d'anomalie. Et ensuite, on va recevoir comme ça un compte rendu généré de façon automatique, qui va nous énumérer quelques anomalies, avec heureusement un avertissement en dessous en disant que ça ne se substitue pas au compte rendu radiologique. Et je pense que tout ça permettra de fluidifier la prise en charge aux urgences. Très bien. Alors, merci Dr Morcet et Dr Burns pour ces visions justement sur la radio thoracique. Comme le disait le professeur Gauvry dans son introduction, il y a aussi un autre parcours. Et donc, je me tourne vers vous, Dr Malézieux. C'est que l'autre grand recours finalement à l'imagerie aux urgences, c'est la traumatologie, c'est la recherche de fractures. C'est plus de 15 millions d'actes aujourd'hui en France chaque année. Et du coup, en matière de prise en charge, notamment en matière de parcours patient, quels sont les impacts d'une application comme Boneview sur le parcours en traumato? Oui, effectivement, clairement, pour moi, un outil d'intelligence artificielle comme celui-là, il va avoir deux impacts majeurs. Le premier impact, ça va être celui de la sécurisation du diagnostic, de la pertinence du diagnostic. Ça veut dire on va avoir une quasi, entre guillemets, certitude. C'est ce que veut le patient, c'est est-ce que j'ai une fracture ou est-ce que j'en ai pas? Et cette aide au diagnostic qui est apportée au radiologue va lui permettre, d'une part, de limiter les doutes qu'il peut avoir lors de l'interprétation radiologique. Ça veut dire, j'ai un doute sur une radio, ça va m'amener à faire un examen complémentaire, soit des incidences radiographiques complémentaires, contralatérales ou sur la même zone, soit même réaliser un scanner ou un autre type d'examen. Et puis, deuxièmement, on va agir aussi sur la limitation tout simplement des erreurs, l'erreur diagnostique, c'est-à-dire il y a la fracture et on ne la voit pas, ou au contraire, à l'excès, on va identifier une fracture qui n'y est pas. Ça va avoir un impact immédiat dans la prise en charge du patient, c'est son immobilisation par un plâtre ou l'absence d'immobilisation. Et puis, il peut y avoir une conséquence dans son parcours à un peu plus long terme, c'est que le patient, il rentre chez lui et s'il y a une erreur diagnostique,
il va être amené soit à reconsulter, donc c'est un motif de reconsultation aux urgences ou auprès de son médecin traitant, ou bien il va conserver des douleurs qui peuvent avoir un impact fonctionnel dans sa vie de tous les jours, et y compris dans son travail. Donc c'est loin d'être négligeable. Le deuxième impact important, c'est en termes de workflow. C'est le patient qui va bénéficier de cette amélioration du workflow, qui va se jouer à la fois sur le radiologue, parce qu'il va pouvoir, comme on l'a évoqué tout à l'heure pour les radiographies thoraciques, trier, prioriser des examens, identifier dans une liste importante d'examens. Le radiologue est de plus en plus soumis à ces nombreux examens qui arrivent en même temps. Il va pouvoir identifier la fracture et dire celui-là, il faut que je réponde plus vite au médecin urgentiste. Et le corollaire, c'est qu'au niveau du médecin urgentiste, il va pouvoir organiser le retour de son patient dans son service en sachant déjà qu'il y a ou pas une fracture, et puis, on va dire, l'installer dans une salle dédiée à celle faite pour les plates, pour ne pas la monopoliser pour d'autres choses, ou bien organiser un avis spécialisé, une consultation chirurgicale, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très important. Pour terminer, je mettrai en perspective un impact que pourrait avoir l'IA si on imaginait implémenter un outil comme Boneview ou d'autres directement dans l'appareil de radiographie et imaginez qu'en temps réel, la manipulatrice ou le manipulateur radio a des informations sur le fait qu'il y ait ou pas une fracture et choisisse ainsi dans la pertinence de réalisation de son examen le nombre d'incidences en limitant ainsi le nombre d'incidences et avoir une communication là aussi plus rapide avec le médecin des urgences. Tout à fait. Est-ce qu'on va peut-être voir des cas concrets en fait avec Boneview ? Juste avant de vous, je ne sais pas si on voit mon écran. Voilà, j'aime bien je ne sais pas si vous la voyez, j'aime bien cette phrase d'Astro Teller, qui est un des maîtres de l'IA, qui a fondé Google X et qui dit l'IA, c'est la science de comment faire à des machines les choses qu'elles font dans les films. Voilà. Donc, on va un peu redescendre de la science-fiction, puis effectivement, nous, l'IA, on veut voir en pratique ce que c'est, mais ça démontre un peu ce que peut être la vision quand même de l'IA pour ceux qui la fabriquent. Voilà. Alors, donc du coup, moi je vais vous montrer un cas concret. Voilà. Un cas concret. Voilà, donc on va partir du cas d'un jeune patient qui va mettre en exergue quelque chose d'assez important à mon sens. C'est un des premiers éléments qui m'avait fait tiquer quand j'avais rencontré ces fournisseurs d'intelligence artificielle. Donc c'est un jeune de 17 ans dont les éléments cliniques transmis, pour une fois bien complets, nous orienteraient quand même très fortement vers une lésion du scaphoïde, donc l'os qui se situe ici. Et j'allais donc, c'était un examen que j'ai vu au mois de février, c'est pas très vieux, j'allais valider le compte-rendu comme étant comme normal et n'ayant pas de trait de fracture identifiable à ce niveau-là. J'ai regardé l'analyse qu'avait fait Boneview en parallèle et l'outil d'intelligence artificielle m'a à juste titre mis donc un petit marqueur qui se présente comme on le voit, c'est une box comme on le voit sur le cliché de radiographie thoracique de tout à l'heure et qui identifie lui une fracture sur la base du 3e métacarpien. À l'examen clinique, le patient était encore présent. Il s'avère que c'était exactement l'endroit où il avait mal. On a complété cette radiographie par un scanner qui retrouvait effectivement cette fracture isolée et qui n'est pas anodine du tout parce qu'elle est articulaire. Elle est chez un jeune pratiquant de boxe à un bon niveau, donc il allait continuer à s'entraîner une fois que la douleur allait discrètement s'amender et risquer des complications. Donc pour moi, ça met clairement en exergue un rôle important que peut avoir l'IA, c'est le fait que pour l'humain, pour nous, le radiologue, il y a un biais cognitif qui est la source d'erreur principale en radiologie, c'est l'erreur de perception. Ça veut dire que la fracture, elle y est, elle est présente, elle est identifiable a posteriori. Si on me remontre l'image le lendemain ou quelques minutes après, il est fort probable que je dise, bien sûr, je la vois, la fracture. Mais à un moment donné, j'ai été dérangé, j'étais pas concentré, il y a eu tout un tas de choses, facteurs divers et variés, le flux des patients, des examens, qui fait que je ne l'ai pas identifié. Et ça, ce rôle-là de l'intelligence artificielle, il est vraiment fondamental à mon avis pour pallier à ce type d'erreur très fréquent qui est très frustrante pour le radiologue. Un deuxième type, on va dire, d'impact que peut avoir l'outil d'IA, c'est par contre là voir des fractures qui sont beaucoup plus difficiles à voir, celles quasiment où à l'œil nu on va se dire on ne l'aurait pas vu même a posteriori. Donc c'est le cas ici d'une dame âgée de 80 ans qui est tombée sur son poignet.
clairement, le médecin radiologue qui a vu les clichés initialement et le médecin urgentiste n'ont pas retenu de fracture. Devant la douleur, elle a été immobilisée et puis elle a bénéficié d'un scanner de contrôle 10 jours plus tard en suspectant une possible fracture occulte. Donc, scanner que j'ai vu et pour lequel j'avais beau m'arracher les yeux, j'identifiais probablement, peut-être, un tout petit trait de fracture. Donc, par curiosité, je suis allé voir ce que donnait l'outil d'intelligence artificielle, Boneview, et il s'est trouvé qu'à posteriori, sur le cliché initial, il avait bien identifié ces deux zones, celle-là avec certitude, celle-là avec un doute, comme étant une zone pathologique de fracture. Donc, pour aller jusqu'au bout de la réflexion, on a même fait une IRM qui montrait clairement ce type de fracture qui est vraiment une impaction de l'os trabéculaire. Donc, c'est pas cassé, déplacé, mais l'os est impacté, ça correspond tout à fait à une fracture. Donc, à travers ces deux exemples, pour moi, on voit bien le rôle de l'IA dans l'augmentation de la confiance du radiologue dans son diagnostic, qui ne se retrouve plus seul devant l'image, mais en quelque sorte, il a un compagnon expert en radiologie qui peut solliciter à tout moment comme un associé expert, mais qui est vraiment disponible à tout moment en cas de doute. Et c'est important, ça fait comme un second avis, comme on imaginerait pour la deuxième lecture en mammographie, un second avis en temps réel qui apporte le bénéfice aux patients. Et juste petit commentaire, la principale source de contentieux en imagerie des urgences, c'est sur la traumatologie. Voilà, sur les fractures qu'on a laissé passer, et parce qu'il faut parfois aussi se mettre dans les conditions dans lesquelles, à un moment, on a fait cette interprétation en pleine nuit ou après une longue journée. Voilà, c'est toujours ça à prendre en compte, mais dans le contentieux, malheureusement, ça compte pas. Donc c'est quand même une des sources principales de contentieux. Tout à fait. Très bien, merci pour cet exemple. Alors, je me tourne vers Dr Bains parce que je crois que vous vouliez également répondre à cette question du parcours de traumato de demain. Il me semble que vous avez un service d'urgence dans votre activité. Enfin, comment voyez-vous les choses? Alors, ouais, moi là, je vais pas parler purement d'intelligence artificielle, mais de la synergie entre l'intelligence artificielle et nos systèmes d'information. Romain Malézieux a très bien détaillé comment le radiologue est augmenté dans son diagnostic et dans sa réactivité, en fait. Et le truc qui est important, c'est qu'on peut implémenter le rapport d'IA dans notre RIS, en fait. Et nous à Soissons, en fait, qui est une agglomération de moyenne taille qui draine un gros territoire semi-rural, en fait, on essaye de développer des circuits courts de prise en charge pour les patients qui ont une petite traumatologie. J'entends par petite traumatologie, voilà, des traumas dans des zones non portantes où le patient va venir par ses propres moyens, en fait. Et donc, ce qu'on fait, en fait, on a des portails prescripteurs pour tous les orthopédistes, qu'ils soient en clinique ou à l'hôpital, et ils ont directement accès, ils ont accès en temps réel à l'imagerie qu'on fait, en fait. Donc, nous, on va être très réactifs sur notre risque parce que l'IA va nous prioriser les radios anormales, en fait. On va savoir dans quel secteur le patient veut être pris en charge. Et on n'a plus qu'à envoyer une notif aux orthos qui ont déjà les images, le rapport d'IA, ce qui fait que le patient passe pas par les urgences, en fait. Il va directement en consultation ortho. Donc, ça fluidifie la prise en charge, ça accélère tout, ça allège les urgences de la petite traumato, en fait. Ils vont tout faire prendre la grosse traumato, les urgences médicales, et tout le monde est content, en fait. Et je pense que l'IA, dans un cadre, on peut imaginer le même type de circuit pour des traumatos plus importantes qui vont directement aux urgences, en fait, où dès que la radio est faite, l'orthopédiste sait qu'il va avoir un avis à donner et ça peut fluidifier les rapports entre urgentistes, orthopédistes, tout ça. Et puis, je voulais revenir sur un truc c'est pas que les surmontés, c'est aussi les urgentistes. On a tous connu le cas de figure où voilà, il y a les services maintenant dans les CHU, dans les services d'urgence ou à l'hôpital. On essaye de tout interpréter en direct, en fait, mais il y a des moments où on peut être occupé à faire des scans, des gestes interventionnels, des choses comme ça, en fait, et où il y a une petite pile de radio qui est là. Et souvent, le contentieux, c'est un enchaînement où
La fracture n'a pas été vue aux urgences, elle n'a pas été vue par un radiologue et elle est vue peut-être le lendemain ou le surlendemain en fait. Alors que là, avec l'IA, on peut avoir une alerte en fait. On sait qu'il faut prioriser ce dossier. On sait que s'il y a un doute, il faut tout de suite appeler le radiologue pour qu'il fasse l'interprétation, qu'il lève le doute ou qu'il fasse un autre examen. On sait qu'il faut interpréter tout de suite en fait. Très bien. Très intéressant. Du coup, tous ces échanges et tous ces points de vue sur comment accélérer aussi le workflow du coup. Ouais. Alors, je vais juste poser du coup une question parce que ça me vient à l'esprit là au docteur Morcet. Est-ce que justement dans un parcours que l'on imagine ensemble, quelle serait selon vous une application en fait d'IA qui pourrait changer la donne en matière de prise en charge aux urgences et qui n'existe justement pas encore aujourd'hui? Alors, ce qui pourrait changer la donne, par exemple, c'est tout ce qui est prise en charge des urgences digestives, notamment des syndromes occlusifs, où on peut passer des plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes à essayer à s'arracher les cheveux, à chercher les zones de transition pour essayer de guider au mieux le chirurgien dans sa prise en charge. Et en fait, on a vu qu'il y avait on peut essayer de développer des outils d'intelligence artificielle pour identifier rapidement cette zone et puis faciliter ensuite la prise en charge par les chirurgiens. Je pense que on a aussi pas mal de choses qu'on peut faire. Donc je réponds pas exactement à la question parce que c'est des choses qui existent déjà un peu, mais c'est l'aide à la détection de l'ischémie cérébrale sur les scanners avec une sensibilité plus grande que l'œil humain. La quantification du cerveau à sauver sur les scanners dans les cas des AVC, etc. Donc ça, c'est pour le côté vraiment diagnostic du radiologue. Il y a aussi le côté fluidifier l'ensemble de la prise en charge avec la priorisation des examens anormaux si jamais on a des examens de retard et qu'on n'est pas à jour. Et comme on l'a dit aussi avant, le calcul automatique de certaines données importantes pour les patients, type densité minérale osseuse, score calcique sur des examens qu'on aurait fait pour une autre raison. Et enfin, du côté clinicien, l'aide au triage des patients à l'entrée, l'aide à la prescription des examens complémentaires, d'imagerie, de biologie, de récupération des antécédents, etc. Voilà. Après, on voit aussi quand même ces algorithmes, ces aides, ils doivent avoir aussi les mêmes performances que ce qu'on demande au radiologue. C'est-à-dire que faut que ça soit rapide, faut que ça soit de qualité, faut que ça soit sûr et accessible. Parce que si ça répond pas à ces principaux qualités, les urgences sont quand même très demandeuses de qualité. Donc si on a un logiciel qui va tourner pendant quelques heures, on est sûr que ça c'est pas du tout accessible et ça serait pas du tout intéressant aux urgences. Ouais. Voilà. C'est un sacré challenge quand même. Ouais. Je pense que un algorithme qui passe le cap des urgences, c'est un bon algorithme. Très intéressant. Effectivement, c'est vrai que le contexte détermine énormément de choses en matière d'attente et en matière du coup de design, finalement pas uniquement de l'IA, mais de l'application. Ça, c'est très juste. Et alors, avant peut-être qu'on passe aux questions, enfin, est-ce que peut-être l'un de vous aimerait parler un petit peu de à quoi ressemblent exactement ces applications, en fait, comment elles fonctionnent, est-ce qu'elles sont faciles à utiliser, est-ce que vous avez du plaisir à les utiliser quotidiennement dans votre routine? N'importe. Alors moi, je dois avoir une toute petite diapo qui montre en pratique comment se passe, par exemple, pour l'outil Boneview. On va mettre ça. Hop. Voilà. Donc en fait, ça c'est l'écran tel qu'il est quand je le regarde, qui est l'écran de mon PACS. Donc le mode de présentation est le suivant. Donc à partir de mon RIS, j'ouvre mon dossier patient pour pouvoir le dicter et s'affichent des petites vignettes qui correspondent à l'examen de mon patient. Donc ici, il y a eu 3 incidences sur un pied. Et comment va se mettre le rapport de Boneview? Il va mettre un intercalaire qui est situé ici, qui va mettre une mention sur le fait qu'il y ait ou pas une fracture. Romain, je me permets de vous couper. Est-ce que vous pouvez peut-être enlever le grand écran parce qu'en fait, l'image est toute petite du coup. Peut-être que si vous n'êtes pas en mode on risque de mieux voir ou si c'est possible de zoomer. Alors,
Attendez, je vais me mettre en. C'est du direct. Hop. Moi, j'ai du zoom là. Tac. Là, vous l'avez mieux ou pas? C'est un petit peu mieux, pas vraiment, mais Bon. enfin, je vois qu'il y a une loupe. Ouais. Bon, Où est-ce que j'ai la loupe là? Ouais. Ouais, là, je l'ai. ouais, là, c'est mieux. Là, on... Ouais, là, Voilà, ouais. là, comme ça. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'imaginer juste qu'en fait, il y a des petites vignettes qui représentent chacune des images, que celles-ci sont en grand au sein de mon écran, que je les fais défiler et que je vais avoir ensuite l'information qui concerne le fait qu'il y ait ou pas une fracture selon l'analyse de l'outil d'intelligence artificielle. Il me dit le nombre d'images qu'il a analysées pour être sûr qu'on n'ait pas omis d'analyser certains clichés. Et puis, il y a aussi là aussi un message qui prévient que bon, ça ne remplace pas l'analyse d'un radiologue, etc. Et ensuite, je peux voir du coup, hop, pardon, là, je perds un peu tous les. Hop. On se remet dessus, voilà. Et ensuite, je vais avoir les mêmes images qui sont annotées par l'outil d'IA BonneView. Hein, donc, j'ai mes images que j'interprète d'abord, un intercalaire qui me mentionne s'il y a une fracture ou pas, et s'il y en a une, les images annotées avec une box qui identifie la zone de fracture. Et souvent, ça peut permettre notamment de voir aussi un deuxième lieu de fracture qu'on avait méconnu et dont on s'était satisfait de découvrir la première fracture. Et on voit que ça a un impact non négligeable dans le sens où quand on a une pile d'examens en attente, là, comme on peut le voir comme ça, on pourrait imaginer, et c'est ce que devrait essayer de développer et va faire ce type d'outil, c'est des marqueurs qui permettent déjà dans le risque d'identifier quels sont les examens qui vont être pathologiques pour pouvoir au mieux les montrer et les mettre en analyse prioritaire pour le radiologue. Très intéressant. Donc, c'est parfaitement dans le viewer. Il me semble que justement, c'est cette feature de flag, enfin de petits drapeaux. Je pense que c'est en cours ou ça existe déjà. On pourra justement. Donc, très intéressant. Alors, je pense, voilà, là, il est 33. On a un petit peu débordé. Je pense qu'avant qu'on passe justement aux questions, peut-être je vais redonner la parole à professeur Govrit. C'est peut-être pour quelques mots un petit peu pour synthétiser un peu nos échanges. Ouais, on voit que d'ailleurs nos échanges et puis ceux qui travaillent, qui présentent ces algorithmes montrent bien que quand même cette imagerie non programmée, c'est l'affaire de tous. C'est pas dans les cabinets, dans les hôpitaux et dans les cliniques. Donc je pense que ça intéresse l'ensemble des exercices radiologiques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment une imagerie qu'il faut vraiment accepter en l'organisant et en la qualifiant. Voilà, je pense qu'il faut vraiment augmenter la qualité. Et c'est le maître mot, je pense, sur ce secteur des gens, c'est qualité et gestion des risques. Voilà. C'est quand même là où peut y avoir quand même, on peut commettre des maladresses, des fautes qui sont quand même à des conséquences, qui ont des conséquences importantes. Et c'est là où je pense que vraiment les outils d'intelligence artificielle, les algorithmes peuvent vraiment nous aider en fait pour améliorer en fait cette qualité d'interprétation. Ça remplace pas le radiologue. Ça lui permet simplement de s'améliorer, d'augmenter sa qualité. Je pense que c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le voir, quoi. Il faut le voir vraiment comme un bonus, voilà. Et en même temps, quand je vois tout voilà, c'est les radiologues qui sont là, qui parlent de ces outils-là, on voit bien que la meilleure façon de parler de l'IA, c'est de l'utiliser, voilà. Ceux qui l'utilisent pas pourraient en avoir peur, et on voit que ceux qui l'utilisent montre bien que ça remplace pas le radiologue. Le radiologue, il est là, il est encore plus présent, mais il est encore meilleur. C'est ça que je vois. Et c'est vraiment comme ça l'approche qu'il faut avoir dans notre profession. Il faut les utiliser, les critiquer et à la limite les féliciter quand ça marche. Mais tout ça, c'est vraiment pour améliorer notre qualité, notre pratique. On l'a vu avec les plus jeunes, même pour améliorer notre formation. C'est comme ça que je le vois. Très intéressant. Donc, vraiment un message de se lancer
c'est ça, Absolument. d'utiliser pour se rendre compte de la réalité. Mais la radiologie, c'est une formidable spécialité où on se lance. Voilà. Si on avait dû à un moment avoir peur de plein de choses, on n'aurait jamais lancé le scanner, l'IRM, l'interventionnel. Voilà, c'est le fond de notre spécialité, ça. C'est l'innovation, aller de l'avant, toujours. Avec Parfait. intelligence. Alors, je vous propose qu'on passe, merci pour ces quelques mots, aux questions. Donc, j'en vois plusieurs. Donc, il y en avait une première, c'était sur combien de temps met le compte-rendu fait par Bonne Vue pour revenir au radiologue. Donc, je crois qu'il y a Laurence qui a justement répondu à cette question. Donc, c'était moins de 5 minutes. Donc, ça, je réponds à Nicolas Grenier. Il y a une autre question. Donc, ça, à vous de me dire qui souhaite la prendre. C'est, avez-vous, donc, ça va être question de Benoît Risque. Avez-vous une expérience de faux positifs algorithmiques? Est-ce que c'est fréquent? Et y a-t-il un risque de ralentir le workflow si l'algorithme et le radiologue ne sont pas d'accord? Une question assez intéressante sur les cas discordants. Docteur Bins, allez-y. Oui, il peut y avoir quelques faux positifs, mais en général, c'est assez évident en fait, et on perd pas de temps, on perd pas du tout de temps à les identifier. Ce qui est important surtout, c'est qu'il n'y ait pas de faux négatifs en fait. C'est en ça qu'on est aidé, que notre charge mentale diminue et que notre stress diminue aussi. On est plus souple, plus détendu en fait, parce que voilà. Après, bon, les faux, non, il n'y a pas on se pose pas trop la tête sur des faux positifs et voilà. Et moi, j'ai eu un faux négatif mais qui était paradoxalement évident en fait. C'était sur un pneumothorax qui était énorme et il y avait un collapsus complet, quasi complet. Et donc du coup, je pense que l'algorithme a été. Mais pareil, on est là pour redresser le truc. Quoi. Mais sinon, j'en ai pas eu du tout. On n'est pas eu du tout sur tout le reste. Très bien. Je propose de passer. Alors, il y a encore trois autres questions. Donc, il y a une question aussi, c'est sur la proportion de diagnostics rattrapés par le logiciel. Donc, il y a Laurence qui a répondu sur une étude de Bonneview qui montre que justement, le logiciel permet de rattraper jusqu'à 18% des fractures. Il y a une autre question sur avez-vous une expérience de l'IA pour les radios de thorax en antéro-postérieur, patient assis ou couché? Alors ça… Pas encore. Pas encore. Hein. Non. Moi, je vais étudier la question là dans pas longtemps, mais on n'a pas encore d'expérience là-dessus. On n'a que les patients debout pour l'instant. Ouais, il me semble que c'est quelque chose justement qui est en train d'être mis en place. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est mi-juillet comme confirme Antoine. Il y a une autre question. Alors, c'est peut-on implémenter une techno IA directement sur les stations de post-traitement des machines scanners? Oui. Voilà. Allez-y, du coup, si vous l'avez vu la question. Oui, on peut le faire. Moi, j'utilise je suis en train de tester une solution d'IA là, qui s'appelle iRad Companion, qui est développée par Siemens et que j'utilise sur un scan GE et j'utilise directement dans Advantage Windows Server en fait. Donc c'est directement implémenté. Et ça s'implémente dans tous les post-traitements, même le post-traitement spécifique de notre archivage et tout ça. Quoi. Alors les contraintes qu'il y a, puisque je vois qu'il y a des contraintes particulières, c'est encore un petit peu trop, en fait, parce que après ça dépend comment on est dans la VAC en fait, mais il faut quand même une quinzaine de minutes pour que les images partent, qu'elles soient anonymisées, qu'elles soient traitées et qu'elles reviennent. En fait, c'est pas sur un serveur local. Je ne sais pas s'il y a des solutions d'IA en scan où il y a un serveur complètement local. Mais en tout cas, voilà, celle-là, il faut que ça parte et que ça revienne. Oui, après, on va pas, je vais pas forcément m'étendre sur la technologie cloud et les intérêts du cloud. Vu qu'il est 39, je propose je vois une dernière question. On prend une dernière question et après, on sera peut-être le temps de terminer le… Allez-y, bien sûr. Mais je pensais là aux radios de thorax couchés. Il faut pas imaginer que l'IA va pouvoir récupérer des clichés qui vont être de mauvaise qualité. Hein.
Voilà, ça remet même en avant la qualité des clichés, quoi. Ça c'est, voilà, il faut pas imaginer que, on sait bien que les radios couchées thorax elles sont de fait de moins bonne qualité, voilà, parce que les patients ont du mal à inspirer. C'est pas pour ça que le logiciel va récupérer ce qui n'est pas récupérable. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, la donnée initiale, Elle est essentielle. elle est essentielle, bien sûr. Alors la dernière question, et après on va terminer sur celle-ci, c'est donc Romain Pommier qui la pose, c'est est-ce que avez-vous des expériences dans le public et dans le privé d'une utilisation des solutions d'IA par les radiologues et par les cliniciens concernés? Donc je pense que sa question c'est surtout sur l'interaction avec les urgentistes. J'imagine. Est-ce que l'un de vous souhaite y répondre? Pas pour l'instant, on n'a pas cette utilisation-là. On n'a pas passé le cap encore. Ouais, c'est une bonne piste en fait. C'est là, on n'est plus dans l'interprétation, mais plus dans la communication. En fait, on pourrait imaginer des algorithmes qui donneraient aux urgentistes le bon examen à prescrire, dans quel délai, tout ça, en fait. D'après les signes, les symptômes et l'examen clinique, en fait. Très bien. Il y a une question de Nicolas Grenier, savoir si nos directions des services informatiques ont accepté sans difficulté l'implantation du logiciel. Alors, nous, à partir du moment où, en fait, il n'y a pas d'intrusion dans notre système et si on pousse l'examen, voilà, là, ça pose beaucoup moins de problèmes en termes de sécurité. C'est évident. Très bien. Il y aurait un souci. Chanceux. Il vient de répondre. Alors, écoutez, il est 42, donc je ne vais pas non plus abuser encore de votre temps. Donc, on va conclure ce webinaire qui est le premier d'une série de 5. Donc, vraiment, moi, si je peux dire juste une toute petite phrase, c'est ce que je retiens, c'est que c'est le moment des travaux pratiques, en fait. L'IA, on en entend parler depuis un certain moment. Hein, et on voyait justement la citation que vous avez présentée, professeur Govrit, qui fait vraiment un petit peu rêver. Mais maintenant, en fait, c'est bien une réalité et il faut juste se lancer. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si jamais certains ont des projets qui vous tiennent à cœur. Nous, on est toujours là pour échanger. Un grand merci du coup à vous auditeurs donc d'avoir été présents, d'avoir posé vos questions. Merci à vous, professeur Govrit, docteur Burns, docteur Maisieux, docteur Marcet, pour votre participation et vos échanges. Donc c'est vraiment très très intéressant et très enrichissant. Un grand merci également à Glimmer et Cure, nos deux partenaires qui nous ont aidés à préparer le webinaire, avec lesquels on a beaucoup de plaisir à travailler. Et donc, je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire juste avant la rentrée. C'est le 27 août pour bien justement nous chauffer. Et le thème, ça sera sur le poumon. Voilà. Parfait. Merci. Bonne soirée. Bon été. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.